Cette nuit-là, personne n'imaginait que le ciel d'un petit pays puisse faire trembler des salles de décision situées à des milliers de kilomètres. Ce léger bourdonnement, que l'on aurait pu prendre pour le simple souffle du vent au-dessus des champs du Burkina Faso, coïncidait pourtant avec le moment où les systèmes de surveillance commençaient à enregistrer des traces anormales. Au milieu de cette suite de signaux en apparence aléatoires, le nom d'Ibrahim Traoré devenait peu à peu le centre d'une question dérangeante. Pourquoi un pays considéré comme l'un des plus faibles osait-il défier les plus puissants ? Si ce qui se passait réellement au-dessus de ce ciel se confirmait, l'ordre mondial serait contraint de se regarder autrement. À partir d'un simple bourdonnement vague au-dessus des terres sèches du Sahel, l'histoire s'est très vite transformée en test de souveraineté pour tout un continent. La promesse implicite de ce récit est claire. Celui qui le suit jusqu'au bout comprend pourquoi une décision prise dans une salle de commandement à Ouagadougou peut modifier la manière dont on pense la sécurité africaine. Quand les frontières, les mines et le ciel du Burkina Faso deviennent l'échiquier d'une technologie de surveillance invisible, chaque erreur de diagnostic se paie en sécurité, en ressources et en dignité. À travers la façon dont le pays répond à l'apparition de formations de drones mystérieux, le public découvre comment un jeune dirigeant transforme des radars vieillissants, un réseau de volontaires et des données éparses en une véritable stratégie de défense. Ce n'est plus un simple fragment dans plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso isolé, mais une épreuve, un pays de la périphérie peut-il vraiment passer du statut d'objet observé à celui de sujet agissant ? C'est ainsi que l'histoire dans les récits évoquant le rôle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso se lie directement à la question plus large du ciel africain. La mini-révélation initiale surgit lorsque des rapports jusque-là dispersés se mettent brusquement à coïncider. Même type de signaux, même zone sensible, même motif de trajectoire qui reviennent nuit après nuit. Tandis que plusieurs services considèrent encore cela comme un simple bruit temporaire, les petites équipes de radars usées du Burkina Faso y voient un schéma obstiné qui revient avec une régularité troublante. C'est à partir de là que le véritable contexte apparaît. Jusque-là, le Burkina Faso était perçu comme un vide commode dans la carte de la sécurité globale. Un espace où l'on pouvait tester trajectoires de drones, canaux de communication chiffrés et couloirs aériens discrets sans trop de regards extérieurs. Les mines viennent d'être requalifiées en zones sensibles, certaines régions frontalières peu peuplées et des positions militaires modestes coïncident soudain avec le passage d'objets non identifiés. Alors que bien des experts éloignés pense qu'un tel pays n'a tout simplement pas les moyens de lire cette image, Ibrahim Traoré, lui, s'assoit au milieu de rapports minces et assemble patiemment chaque fragment. Une bonne partie de ce que racontera plus tard dans diverses analyses portant sur Ibrahim Traoré tournera autour de ces moments-là, où il refuse de traiter comme un simple parasite ce que la majorité juge insignifiant. D'un ciel apparemment silencieux, il voit se dessiner une nouvelle forme de guerre, où l'arme principale est la capacité d'observer sans être observé en retour. En nommant correctement cette menace, il pose les bases de la stratégie de défense qui suit, dont l'axe n'est pas la puissance de feu, mais l'usage intelligent de ressources limitées. Les premiers à ressentir l'anomalie ne sont pas les analystes dans des pièces climatisées, mais d'anciens soldats qui ont déjà entendu, autrefois, des bruits de moteurs inconnus. Un militaire à la retraite, posté au bord de son village, lève les yeux et reconnaît la régularité presque inquiétante d'un son en apparence inoffensif. Un groupe de volontaires, chargés de surveiller des mines récemment placées sous protection renforcée, remarque, lui aussi à l'œil nu, de petits points lumineux inexplicables dans la nuit. En se croisant, ces récits minuscules traçant une ligne anormale qui relie champs, gisements et postes de frontières. Dans ce rôle de guide, Ibrahim Traoré écoute chaque fragment de rapport, chaque souvenir isolé de ceux qui ne figurent jamais dans les notes officielles destinées à l'étranger. Car pour lui, les premiers effets de la menace ne se mesurent pas au nombre de drones, mais au moment où la population commence à sentir que le ciel au-dessus de sa tête ne lui appartient plus. Le coût de l'ignorance face à cette sensation est celui d'une érosion lente, presque silencieuse, de la souveraineté. La chronologie commence par un déclencheur minuscule, des incursions sans explosion, seulement des trajectoires stables répétées sur des radars anciens.
Quand la fréquence et les zones survolées coïncident de plus en plus avec les mines et les corridors frontaliers essentiels, le niveau d'alerte doit forcément monter. À partir de là, l'histoire entre dans son point de tension lorsque les équipes d'analyse d'Ibrahim Traoré comprennent que les drones ne se déplacent pas au hasard, mais dessinent une géométrie invisible autour des points d'intérêt stratégique. Tandis que beaucoup d'observateurs étrangers continuent d'affirmer qu'un pays comme le Burkina Faso ne peut que subir, le centre de commandement local commence à glisser de l'observation à la préparation de ripostes. Au cœur de ce pic de tension, la collecte des données se fait dans le plus grand silence. Les radars usés sont recalibrés, les patrouilles redistribuées en fonction de trajectoires désormais prévisibles. Le ciel, longtemps considéré comme un vide, est découpé en cases par le raisonnement et l'expérience. Sur cette base, le passage d'une défense purement passive à la possibilité de neutraliser les intrusions n'est plus une idée abstraite. C'est aussi ce nœud dramatique qui amène plusieurs articles dedans, plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso à questionner plus tard la véritable capacité de cette armée jugée fragile. Les ondes de choc apparaissent lorsque les drones sont neutralisés. En quelques minutes, des centres de commandement très éloignés du Sahel comprennent qu'ils ont mal évalué la capacité de réaction d'un pays considéré comme marginal. Du simple bruit sur les champs, l'histoire dans les récits évoquant le rôle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso se transforme en test public de la manière dont les grandes puissances regardent l'Afrique. Avec le recul, ce qui frappe le plus n'est pas l'ampleur brute des chiffres, mais la cohérence des signes. Chaque nuit, les vieux radars détectent le même type de signal revenant à intervalles réguliers sur des zones que l'on ne peut raisonnablement qualifier de fortuites. Toutes se superposent à des endroits où se croisent d'intérêts miniers, frontières sensibles et appuis militaires du Burkina Faso. Les signaux chiffrés, faibles mais répétitifs, suivent un motif stable qui révèle le calcul derrière le choix des couloirs, contourner précisément les zones de détection classiques. Ibrahim Traoré exige alors que son équipe dépasse le stade du simple constat et transforme ces fragments en cartes prévisionnelles. Une fois les trajectoires reconstituées, l'image se précise. Le réseau de drones ne collecte pas des données quelconques, il encercle méthodiquement les points décisifs pour l'avenir économique et sécuritaire du pays. Le baseline est celui d'un ciel laissé vacant. Le delta est la prise de conscience qu'il ne l'est plus, qu'une couche de surveillance extérieure y a été posée sans consentement. Sans recourir à des tableaux complexes, la comparaison entre l'avant et l'après-identification du schéma suffit à mesurer le niveau d'atteinte. À partir de ce baseline corrigé, la stratégie de défense du Burkina Faso passe de la simple endurance à la recherche active de moyens pour perturber ce maillage. Avant même que les drones ne soient neutralisés, deux visions opposées se heurtent. D'un côté, une large partie des analystes étrangers affirment qu'un pays au budget militaire limité et aux infrastructures techniques modestes, comme le Burkina Faso, ne peut raisonnablement pas tenir tête à des systèmes de surveillance modernes. Cette lecture s'accroche aux écarts d'équipement, convaincu que la distance entre radars obsolètes et drones de pointe est infranchissable. De l'autre côté, la perspective d'Ibrahim Traoré, qui voit dans cette asymétrie non pas une condamnation, mais une raison d'inventer une autre manière de se défendre. Il commence par reprendre le raisonnement des grandes puissances au plus fort, en admettant leur supériorité en armement, communication et équipe technique. Mais, depuis ce constat, il oppose des données issues du terrain, un réseau humain d'observateurs disséminés dans les campagnes, une attention particulière aux anomalies minimes, une grande souplesse dans le déploiement des unités. Lorsque ce cadre est posé, une partie des futurs récits dans diverses analyses portant sur Ibrahim Traoré insiste sur le fait qu'il n'a jamais nié la force de l'adversaire, il a seulement refusé d'endosser le rôle de victime impuissante dans leur histoire. C'est ce point de rupture qui fait peu à peu pencher le débat en faveur d'une stratégie proactive. Au milieu du récit, le ciel se transforme soudain en miroir. Une formule brève redéfinit la situation. L'arme la plus puissante du moment, c'est la capacité de voir sans être vu. À partir de cette idée, la décision de passer d'une simple observation à la possibilité de neutraliser les drones prend forme.
La révélation du point médian tient au fait que le Burkina Faso ne se contente pas de constater qu'il est observé. Il ose considérer son espace aérien comme un territoire à reconquérir, plutôt qu'un domaine naturellement laissé aux grandes puissances. Lorsque ces drones, perçus comme intouchables, disparaissent brutalement du ciel, le nom d'Ibrahim Traoré s'attache à l'instant précis où un petit pays force les autres à se retourner. Dès lors, l'histoire dans les récits évoquant le rôle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne reste plus confinée à une brève de dans plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso. Elle devient une ligne de partage sur la question de la souveraineté, qui ne se limite plus au sol. Les conséquences concrètes de cet épisode se déploient sur au moins 4 plans. Pour les citoyens ordinaires, la victoire contre ce réseau de drones se traduit par une impression nouvelle. Le ciel au-dessus des villages n'est plus seulement un décor, mais un bien commun à défendre. De la peur diffuse provoquée par des bruits étranges, ils passent à la conviction que leur pays est capable de réagir, même sans arsenal sophistiqué. Pour les jeunes, l'image d'Ibrahim Traoré au centre d'une décision qui fait passer le Burkina Faso du statut d'objet surveillé à celui d'acteur capable de riposter, devient un symbole rare, rapprochant la question de la sécurité de leurs préoccupations. Pour les dirigeants politiques de la région, cet événement impose un calcul différent. Si un État tenu pour l'un des plus faibles peut concevoir une réponse efficace, les autres sont clairement sommés de reconsidérer leur rapport à l'espace aérien. De nombreux articles dans plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso dans plusieurs langues répètent qu'ignorer les drones, c'est risquer de légitimer cette forme de surveillance. Pour les entreprises, notamment les multinationales impliquées dans l'extraction des ressources, la leçon est claire. Le ciel ne peut plus être considéré comme un espace vide où toute forme d'observation serait un simple coût opérationnel. La présence dans diverses analyses portant sur Ibrahim Traoré dans les médias rappelle que chaque accord économique se déroule sous un ciel qui a un propriétaire. Pour les grandes puissances, l'impact est plus profond encore. La capacité d'un petit État à perturber une campagne de surveillance remet en cause l'idée que l'Afrique offrirait un laboratoire discret pour tester des dispositifs sensibles. Le message venu du Burkina Faso indique que traiter le continent comme un espace silencieux est devenu un pari risqué. En regardant vers l'avenir, 3 scénarios pour les mois à venir se dessinent. Dans le scénario de base, les pays de la région améliorent discrètement leur capacité de détection et s'inspirent du modèle burkinabé sans faire de bruit, en ajustant leurs politiques et leurs infrastructures de défense. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un exemple concret montrant qu'un État peut concevoir une réponse à sa mesure, sans se lancer dans une course ruineuse aux armements. Dans un scénario plus optimiste, ce chapitre dans plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso sert d'élément déclencheur à une coopération régionale où plusieurs pays acceptent de mettre la question de l'espace aérien à l'agenda commun pour créer des mécanismes d'alerte et des outils technologiques adaptés aux réalités africaines. Sur cette base, dans les récits évoquant le rôle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso est relu comme le premier pas d'une génération de dirigeants décidés à sortir d'une dépendance sécuritaire ancienne. Le scénario pessimiste serait celui où les grandes puissances choisissent de répondre par des formes de surveillance plus sophistiquées ou par des pressions économiques et diplomatiques, afin d'endiguer l'effet d'entraînement du cas burkinabé. Dans ce cas, le public est rappelé à une vérité simple. Aucune victoire symbolique n'est sans coût, et la bataille pour le ciel se déplacera vers des sphères moins visibles, des tables de négociation aux contrats technologiques. La seule recommandation qui semble valable dans tous les cas est une attitude lucide. Ne pas désespérer face à l'écart de puissance, mais ne pas se raconter non plus qu'un succès spectaculaire a suffi à régler un problème structurel. Lorsque le tumulte médiatique retombe, le récit commence à se diffuser dans d'autres couches de la vie quotidienne. Pour l'agriculteur qui entendait les drones au-dessus de ses champs, cette victoire signifie que le ciel n'est plus une toile de fond neutre, mais un espace collectif dont il faut prendre soin. Pour les jeunes des villes, souvent sceptiques à l'égard de la politique, voir une figure comme Ibrahim Traoré déjouer les prédictions d'experts étrangers ouvre un espace mental où ils peuvent s'imaginer un rôle dans l'histoire de la souveraineté.
Pour ceux qui travaillent dans les médias ou la recherche, les articles dans diverses analyses portant sur Ibrahim Traoré et les analyses classées sous l'étiquette dans plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso deviennent des occasions de repenser la manière de raconter l'Afrique. Non plus seulement comme zone d'expérimentation, mais comme lieu où des sujets décident. Cette histoire ne demande pas aux spectateurs de choisir un camp. Elle leur fournit plutôt de la matière pour réfléchir à la place qu'ils occupent dans un monde où le silence lui-même peut devenir une position politique. À partir d'un épisode précis, une ébauche de feuille de route se dessine pour l'Afrique à plusieurs niveaux. Le premier consiste à renforcer les capacités de détection, non pas nécessairement avec des technologies coûteuses, mais en coordonnant radars existants et réseaux d'observateurs locaux, à l'image de ce qu'a tenté le Burkina Faso. Le deuxième niveau implique la mise en place de cadres juridiques et d'accords régionaux sur l'usage des drones et la surveillance aérienne, afin que toute intrusion dispose d'un référentiel commun. Au troisième niveau, il s'agit d'investir dans une génération d'ingénieurs et d'experts locaux capables de concevoir des solutions adaptées pour éviter une dépendance systématique à l'égard d'acteurs extérieurs. Dans ce parcours, l'image d'Ibrahim Traoré debout devant une carte de trajectoire et des rapports radars n'est plus seulement un ressort dramatique, mais une proposition de style de leadership. Un dirigeant qui sait utiliser les données, écouter ceux qui sont en première ligne et interroger ce que d'autres considèrent comme normal. Si d'autres États adoptent une posture similaire, l'histoire dans les récits évoquant le rôle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso pourrait devenir le point de départ d'un nouveau chapitre sur la souveraineté du ciel africain. La nuit de la victoire, lorsque le ciel de Ouagadougou retrouve son apparente tranquillité, l'image d'un commandant debout devant une fenêtre sombre, regardant les mêmes étoiles que autrefois, devient un motif émotionnel pour ceux qui racontent l'événement. Ibrahim Traoré sait que les drones abattus ne sont pas seulement du métal et des circuits, mais le symbole d'une voix marginale qui a réussi à se faire entendre au milieu du bruit des grandes puissances. Les habitants qui avaient perçu le bourdonnement au-dessus des champs pourront raconter ce moment à leurs enfants comme celui où le ciel a retrouvé son nom. Dans bien des récits, dans diverses analyses portant sur Ibrahim Traoré à l'avenir, ne tournera pas uniquement autour des détails tactiques, mais aussi autour de cette sensation rare qu'un petit pays a, pour une fois, obligé le reste du monde à prêter attention. La phrase pivot de tout ce parcours pourrait tenir dans une idée simple. La souveraineté n'est pas un état figé, mais une suite de décisions qui refusent que l'on vous transforme en vide sur la carte. À la fin de ce récit, l'appel n'est pas au vacarme, mais à une autre forme de dialogue. Les pays puissants doivent accepter que le ciel des autres ne soit pas une zone grise disponible pour expérimenter des technologies sans demander d'autorisation, et les pays plus faibles doivent se demander ce qu'ils sont prêts à faire pour ne pas être réduits à des trous dans la carte de la surveillance mondiale. Pour le public, surtout ceux qui vivent dans des lieux souvent réduits à un simple décor dans les reportages, la question est la suivante. Le silence est-il vraiment neutre lorsque le ciel au-dessus de nos têtes est en train d'être redéfini ? À partir de l'histoire dans les récits évoquant le rôle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso et de la série 2 dans plusieurs chroniques consacrées au Burkina Faso qui l'ont suivi, chacun peut choisir une forme de participation, ne serait-ce qu'en interrogeant davantage les mots sécurité et coopération lorsque ceux-ci sont invoqués. La souveraineté, au fond, commence lorsque l'on refuse de n'être qu'un spectateur permanent du récit des autres.